que la justice française n'est certes pas au mieux de sa forme et que les réformes réclamées par certains peuvent s'avérer nécessaires. Notamment, bon, on a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Doutreau, où des personnes ont été accusées à tort de pédophilie. Mais lutter contre les erreurs judiciaires est tout à fait légitime, mais encore faut-il ne pas voir des erreurs judiciaires partout. Et le problème, c'est qu'un certain nombre d'intellectuels en France ont tendance à voir des erreurs judiciaires. Il n'y a pas de nouvelles affaires Doutreau, mais des nouvelles affaires Dreyfus un peu partout, y compris dans certaines affaires qui ne concernent pas la France. Bon, en ce qui concerne la France, pour vous donner un exemple concret, depuis des années, il y a un véritable matraquage médiatique autour d'un jardinier marocain qui s'appelle Omar Haddad, qui a été condamné en 1994 pour le meurtre de sa patronne, Guylaine Marchal, dans le sud de la France. Et il y a eu toute une campagne qui a été orchestrée par son avocat, Maître Vergès, par un académicien, M. Jean-Marie Noir, pour nous faire croire que c'était une nouvelle Alfred Dreyfus. Leur théorie était que Dreyfus a été condamné parce qu'il avait le tort d'être juif, et Omar Haddad a été condamné parce qu'il avait le tort d'être maghrébin. Seulement, les deux affaires sont totalement différentes, dans la mesure où il y avait un faisceau de présomption qui ont amené logiquement les enquêteurs à désigner Omar Haddad comme étant l'auteur de ce crime. Et c'est en toute logique que les jurés ont décidé de le condamner à 18 ans de prison. Et les défenseurs de ce jardinier ont organisé une telle matraquage autour de cette affaire qu'aujourd'hui, une bonne partie de Français, 65% selon un sondage, pense que Omar est le nouveau Dreyfus et que ses défenseurs sont les nouveaux Émile Zola, ce qui est une erreur monstrueuse de dire ça, car c'est une insulte à la mémoire du capitaine Dreyfus que de soutenir que Omar Haddad est le nouveau Alfred et son successeur, que lui aussi a été condamné à tort. C'est totalement faux. Pour ne prendre que ça, c'est un exemple français. Mais concernant certaines personnes étrangères, certaines affaires qui touchent l'étranger, ce n'est guère mieux. Je vous prends deux exemples. Le soutien qui a été apporté à César Battisti, qui est un quadruple des criminels de droit commun italien, doublé d'un ancien terroriste d'extrême gauche, qui en France a été soutenu par un certain nombre d'intellectuels qui considèrent qu'il a été victime d'une justice réactionnaire italienne qui ne vaudrait pas mieux que celle du dictateur Benito Mussolini. Et en l'occurrence, leur argument, c'est ça, c'est de dire, bon, à partir du moment où ces juges sont d'abominables fascistes, lui, ancien terroriste d'extrême gauche, est obligatoirement innocent. C'est innocent, forcément innocent. Alors que bon, il suffit de consulter le dossier, de voir l'affaire de près pour se rendre compte que c'est totalement faux. Mais pour eux, non. Ou alors, à la rigueur, disons que même s'il était coupable, je pense qu'il excuserait, car bon, dans la théorie, pour bon nombre d'intellectuels, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, enfin surtout une omelette révolutionnaire. C'est-à-dire pour eux, la culture de l'excuse ne vaut que quand la violence est pratiquée par des gens de gauche et l'extrême gauche. Et on a le même phénomène avec Wesley Cook, plus connu sous son autre nom de Mumia Abu Jamal, le nom qu'il a pris, nom politique en fait, qu'il a pris, qui est plus connu sous ce nom, et qui a été fait citoyen d'honneur de Paris il y a plus de 3 ans déjà, et qui a une rue à son nom dans la ville de Saint-Denis depuis le mois d'avril dernier. D'ailleurs, c'est un petit peu la même logique. C'est un ancien terroriste d'extrême gauche, de l'organisation des Panthères Noires, l'organisation révolutionnaire afro-américaine particulièrement violente, impliquée dans bon nombre d'actions contre la police américaine. Et ce terroriste qui est coupable du meurtre d'un policier de Philadelphie et qui est en prison depuis 25 ans déjà, il est considéré en France comme une sorte de Robin des Bois afro-américain, défenseur de la veuve et de l'opprimé contre les méchants impérialistes américains. Enfin, il y a une bonne dose d'anti... Contrairement à l'affaire Battisti,
où l'affaire Battisti, c'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a une bonne dose d'anti-américanisme, parce qu'en plus, circonstance aggravante, il a été condamné par la justice américaine. Et pour beaucoup de gens en justice américaine, ne condamnent que des innocents, que ce soit les anarchistes Sacco et Vanzetti, que ce soit les pauvres, entre guillemets, pour Rosenberg, ou Mia Jamal, alors que nous avons toutes les preuves de la culpabilité de Sacco et Vanzetti, des époux Rosenberg et de Mia Jamal. Mais à partir du moment où ils ont été condamnés par la justice américaine, considérant qu'ils sont politiquement de gauche, voire d'extrême gauche, ils ne peuvent être forcément innocents. Et tous ces gens qui se considèrent comme les héritiers d'Émile Zola, le pire c'est qu'en fait ils sont d'une certaine façon, sans le savoir, en tout cas sans s'en rendre compte, les héritiers de certains des anti-Dreyfusards les plus fanatiques, qui eux disaient Capitaine Dreyfus est forcément coupable. On leur demandait pourquoi. C'est simple. Il a été condamné parce qu'il est condamné parce qu'il est juif, et donc à partir du moment où il est juif, c'est que c'est forcément un coupable. L'armée l'a condamné, et c'est un tribunal militaire qui l'a condamné, c'est que l'armée a toujours raison. Point. Voilà. C'est la chose jugée, c'est comme ça. Et eux, ils partent, c'est l'inverse, c'est-à-dire un tel est d'extrême gauche, et noirs ou arabes comme Omar ou Mounia, et ont été condamnés soit par la justice française, justice américaine ou italienne, qui sont forcément des suppôts du racisme, de la réaction, de l'impérialisme, etc. Et donc ils ne peuvent être que forcément innocents. C'est-à-dire ils partent d'un postulat de base qui obscurcit leur vision des choses. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le mois dernier, la ville de Philadelphie a décidé de porter plainte contre les municipalités de Paris et de Saint-Denis pour apologie de crime. Car elle estimait à juste titre qu'il était scandaleux qu'un homme qui a été condamné pour crime de droit commun, notamment pour le meurtre d'un policier, ce qui est extrêmement grave, soit honoré comme citoyen d'honneur à Paris et qu'on lui donne un nom de rue à Saint-Denis. Et donc, évidemment, en face, du côté des partisans de Mounia, en France, ils ont estimé que c'était un véritable scandale, c'était une provocation, que c'est une honte, que c'est une manœuvre de diversion, car ils sont certains que l'affaire va tourner en leur faveur, car l'avocat de Mounia a déposé un mémoire devant la justice américaine pour réfuter la thèse de la culpabilité de son client. Ils estiment que c'est un coup monté. Mais un coup monté, pour moi ce n'est pas un coup monté, c'est tout simplement, la municipalité l'a bien expliqué, c'est une question de principe. Lutter contre la peine de mort, c'est respectable en soi. Accorder de tels honneurs à un homme qui a été condamné pour le meurtre d'un policier, qui plus est, qui ne s'est jamais repenti, car ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on oublie de dire, c'est que Mounia, on le dit, il clame son innocence depuis le début, mais c'est faux. C'est faux, il suffit de lire ses écrits. Il ne dit pas qu'il est coupable, mais il ne se défend jamais du crime pour lequel on l'a condamné. Lisez ces livres qui sont parus chez l'éditeur d'extrême gauche, La Découverte, en France. Non, il ne parle jamais de son affaire, ou alors quand il parle de la police, c'est pour dire que la police américaine est un repère de cochons et de gangsters. Je pense qu'il y a mieux comme système de défense que d'insulter littéralement la police comme il le fait. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il va obtenir sa libération, libération qui, selon moi, n'interviendra jamais, et c'est tant mieux. Eh bien, je serais tenté de dire que oui. J'ai la désagréable impression que c'est contrairement à ce que disait notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, il disait ce n'est pas la rue qui gouverne, malheureusement c'est un peu le cas en France. Et la rue n'est pas toujours bonne conseillère. Et c'est ce qui s'est passé lors des manifestations contre le CPE. Et c'est ce qui s'est passé également, notamment au cours des émeutes. Enfin, quoique, dire la rue qui gouverne en ce qui concerne les émeutes est un peu délicat dans la mesure où, selon moi, ce ne sont pas des foules de centaines de milliers de personnes qui ont mis les quartiers à feu et à sang.
Ce sont des minorités, certes, mais des minorités agissantes, qui veulent semer le chaos, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, dans mon livre, ils les appellent les Ben Laden au petit pied. Ce sont des mini Ben Laden qui veulent semer le chaos dans les quartiers populaires français. Le problème, ce n'est pas seulement le fait que ces individus sèment le désordre en France, quand je dis désordre, le mot est faible, c'est que, comme je l'explique dans mon livre, il y a une fâcheuse culture de l'excuse, qui d'ailleurs n'est pas si éloignée que la culture de l'excuse qu'on trouve chez certains pour les auteurs de violence à partir du moment où ils sont d'extrême gauche, communistes, gauchistes, etc. C'est-à-dire, bien même il y a cette culture de l'excuse pour un terroriste qui sera d'extrême gauche, tel que Mounia Abou-Jamal ou César Battisti, il y a cette culture de l'excuse pour les délinquants à partir du moment où ils sont issus d'immigration d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord, parce qu'ils estiment que bon, ce sont des gens pauvres, et que c'est parce qu'ils luttent, ils veulent réagir un peu bruyamment contre la pauvreté, contre leur situation, qu'ils se mettent à brûler des voitures, des bus. Ce sont en fait, voilà, c'est une réponse. Ils reconnaissent la brutalité, mais de la réaction, ils disent qu'ils la comprennent d'une certaine façon. Bon, ben, il y a le MRAP, dont je parlais tout à l'heure, qui malheureusement tient ce type de discours. Et malheureusement, il n'est pas le seul. Et également, bon, ben, aux informations à la télévision, ou même la Ligue des droits de l'homme, fait exactement la même chose. C'est-à-dire, ce sont les pauvres, la révolte des pauvres. Et donc, en l'occurrence, il faut les comprendre, il faut donner davantage d'argent. Et donc on arrose de sommes astronomiques nos banlieues, c'est la politique qui a été menée pendant les années sans aucun résultat, et qui a été menée après 2005, et bon, le résultat on le voit, c'est que ça n'a pas vraiment évolué. Tant qu'on leur a pas fait comprendre qu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles, tant qu'ils sont sur le territoire français, on s'en sortira pas, car ces gens-là sont en fait les futurs... ce qu'ils veulent, c'est détruire la France. Il n'y a pas d'autre mot, ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne veulent pas s'assimiler. Pour eux, la France est un ennemi à abattre. Donc, tant qu'on n'aura pas remis de l'ordre dans tout cela, en s'inspirant des méthodes d'un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui est dans la mer New York, monsieur Giuliani, qui est une méthode de tolérance zéro, nous ne sortirons pas de la situation catastrophique qui dure depuis trop longtemps dans notre pays. Je tiens à dire que j'ai été particulièrement effaré par les commentaires qui ont été faits par les médias sur l'affaire Pinochet. Déjà présenté le général Pinochet, qui certes n'était pas un ange, comme l'un des dictateurs les plus sanguinaires de l'époque contemporaine, est une mauvaise plaisanterie, car 3000 morts entre 1973 et 1990, très franchement, il n'y a pas vraiment difficile de faire une comparaison par rapport aux crimes de Hitler, de Staline ou de Mao. Affirmé par ailleurs, toujours pareil, c'est-à-dire on passe totalement sous silence les responsabilités écrasantes de Salvador Allende dans le chaos économique dans lequel était plongé le Chili en 1973, car il avait mené une politique de nationalisation à outrance qui avait conduit le Chili à la ruine. Et le fait que bon, des mercenaires cubains, mexicains, de sensibilité castriste, rentraient dans le Chili comme dans un moulin et s'apprêtaient réellement, on en a les preuves, à prendre le pouvoir en 1973. Tous les communistes là, qui sont en train de braire comme des ânes depuis 2 jours, qui d'un côté sont contents que Pinochet soit mort et de l'autre regrettent qu'il n'ait pas été jugé et lancent un tombeau d'un jour contre lui, ils ne regrettent qu'une chose, c'est qu'en fait il les a empêchés d'installer, il les a empêchés d'installer la dictature, qui aurait été 10 fois pire. Donc je pense que la lutte contre la désinformation en France, sur ce sujet comme sur bien d'autres, il y a encore beaucoup de choses à faire, et j'espère que d'autres personnes que moi prendront le relais. Je vous remercie.